Mardi 29 mai 2018, bonjour, bienvenue, bon réveil. Merci de votre fidélité, vous nous rejoignez sur nos antennes. Kiosque, voici rapidement les sommaires de votre magazine. Kinshasa met en garde contre toute tentative de la déstabilisation de son territoire. La maire Mende, porte-parole du gouvernement, était face à la presse tant nationale qu'internationale hier. Ses visites à répétition à l'Elysée qui inquiètent donc Kinshasa. Pendant ces temps, c'est Kigali qui temporise. Kigali estime que le Rwanda n'interviendra dans des dossiers congolais qu'en cas d'une résolution de la sous-région qui sera peut-être appuyée par l'Union africaine qui pilote aujourd'hui le président rwandais Paul Kagame. On va parler fichier électoral avec le processus électoral. L'EF a rendu le verdict de son audit, mais il y a quelque chose qui cloche. Plus de 17% des personnes qui n'ont pas d'empreinte sur le fichier électoral. La CENI rassure que ça ne va rien impacter sur le processus électoral. Pendant ces temps, on crie à la tricherie. Deux sujets qui feront le menu de votre magazine. La ministre du Genre du Maniema qui vient de démissionner. En tout cas, cette dame, rayée sur les réseaux sociaux par la presse, elle n'a fait trouver mieux que de rendre le tablier. Merci à vous, vous qui nous regardez à CCTV, mais aussi à Canal Kin, à midi, Top Chrono et à la Radio Liberté. Des invités, d'abord le tout premier qui est avec nous sur ce plateau de kiosque, Moïse Moussangana, il est patron de CKTV, une chaîne sœur d'ailleurs. Moïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. D'accord ou pas d'accord avec le député Laurent Batoumona qui pense que la CENI et le gouvernement devraient rembourser la caution des candidats et des partis politiques déposés en 2015 sur des élections qui n'ont pas été organisées. Oui, mais je crois que c'est la logique elle-même, parce que les gens ont déboursé de leur argent pour déposer la candidature, les élections n'ont pas eu lieu, ces gens-là doivent être remboursés, ou bien sûr, il peut y avoir compensation pour les élections à venir. Je crois que Batoumon a raison. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Parce que c'était l'argent destiné au dépôt des candidatures. Bon, il n'a servi à rien parce que les élections n'ont pas eu lieu. Autrement, ce serait une escroquerie de l'État. Alors, à un mois, je ne sais pas moi, à quelques jours du début du dépôt de candidature, pourquoi la CENI ne s'exprime pas sur la question? Parce qu'elle doit fixer les partis politiques. Vous aviez à l'époque déposé des candidatures, vous avez payé des cautions. Maintenant, comme la caution a été revue à la hausse par rapport à la loi électorale, vous n'avez qu'à ajouter autant, parce qu'à l'époque, pour le dépôt de candidature, pour une liste, c'était des 450 $, si ma mémoire elle est bonne. Oui. Bon, mais je pense que la CENI s'est toujours débinée sur cette question-là en disant que l'argent n'est pas entré dans ses caisses, l'argent est entré directement dans le trésor. Oui. Donc, c'est la DGRAD, hein? Oui, c'est le ministère des Finances qui doit s'expliquer sur la question. Donc, elle n'a jamais touché cet argent, mais elle peut quand même authentifier que les gens, parce que les candidatures ont été déposées à la CENI, et ces gens-là, je crois qu'ils disposent de leur bordereau de versement et consorts. Donc la CENI envoie plutôt la balle dans les camps du gouvernement pour dire qu'il n'a jamais touché à cet argent. Il faut une question orale avec ou sans débat à Henri Yves Moulang, ou bien c'est au gouvernement lui-même de dire aux partis politiques, aux compétiteurs qui avaient postulé, d'ajouter, ou soit ceux qui n'avaient pas postulé, de venir payer la totalité. Bon, je crois que c'est une question qui doit intéresser le ministère ayant en charge les élections, donc l'intérieur, et celui qui a empoché aussi l'argent, donc par les trésors, donc les finances. Donc quelque chose, un aménagement doit être trouvé dans ce sens, sinon c'est une escroquerie. Mais vous prenez l'argent d'autrui pendant 3 ans. Vous remboursez ou bien c'est... Il faut compter les intérêts. Voilà. C'est pourquoi je pense que ceux qui ont payé cet argent autrefois et qui sont candidats n'ont même plus à rajouter, parce qu'il faut justement considérer ce qu'ils avaient payé comme caution. Parce que oui, il faut compter les intérêts hein, depuis 3 ans. 2015, 2016, 2017, 2018. Ces intérêts-là, il faut compter. Donc si on compte tous ces intérêts, je crois que ça fait la caution actuelle.
Donc, il doit y avoir une compensation automatique. Très bien, merci beaucoup. La question ne concerne pas trop les partis politiques, hein, personne n'en parle. Oui, peut-être Laurent Gbagbo, hein. Oui, vous savez... Ils ont beaucoup d'argent, hein. Nos partis c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Non, je ne pense pas. Je crois que nos partis politiques agissent toujours avec un certain retard. Il leur faut du temps pour qu'ils se réveillent. Et je crois que comme on est en train d'approcher l'étape de la convocation du corps électoral, qui sera suivie de l'étape du dépôt des candidatures, je crois que c'est à ce moment-là que les partis politiques auront à se réveiller. Ils se réveillent toujours en retard. Très bien. Il y a un deuxième fait, c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Cette dame ministre du genre du Maniema, à peine nommée, à peine elle prononce une phrase en français. C'était catastrophique. Et là, elle n'a pas trouvé mieux que de démissionner. Hein. Bon, vous voyez, c'est ça un peu le problème que nous connaissons dans la gouvernance du pays. C'est dire qu'on nomme quelqu'un non pas parce qu'il représente, parce qu'il vaut. Maintenant, on nomme quelqu'un à cause de ses accointances, peut-être idéologiques, familiales et consorts, alors que cette personne-là n'a pas les valeurs intrinsèques nécessaires pour pouvoir participer à la gestion de la chose publique. C'est ce qui arrive à cette dame, mais je crois qu'il ne faut pas jeter des pierres sur cette dame-là, il faut plutôt jeter des pierres sur ceux qui ont présenté cette dame-là, et c'est lui qui a accepté cette femme-là dans son équipe. Je crois qu'ils sont fautifs. Je crois que avant d'accepter quelqu'un dans un gouvernement, je crois qu'on parcourt quand même les profils des différents candidats. Qu'est-ce qu'il représente et qu'on sort. Dans le passé, il a fait quoi? Et qu'on sort. Alors, dès que ici on pense que la politique c'est quoi? C'est juste se positionner pour pouvoir profiter mettre son cousin, oui, sa copine, oui, des épousettes aussi. Oui, de sorte à lui permettre de jouir impunément ou des ressources de l'État. Voilà, on met n'importe qui à la place qu'il ne faut pas. Très bien. Allez, rapidement, voici le sommaire, les titres des journaux ce matin. On commence par Forum, hein, pour rendre hommage à Marcelin Mandokila. Oh, ça, il faut le dire, c'est un vieux compagnon. Je crois que Marcelin, c'est parmi ces jeunes journalistes dans le temps qui ont commencé vraiment dans les années 90, qui ont essayé de lutter pour cette démocratie. D'ailleurs, ça a coïncidé avec la démocratisation décrétée par le président Mobutu à la suite du discours du 24 avril. Donc Marcelin, autant que les José Naouège, nous-mêmes et consorts, c'est quoi? C'était un peu des jeunes gens enthousiastes à l'époque, mus par la volonté de faire en sorte que ce pays-là soit démocratique, qu'il y ait la pluralité médiatique et consorts. Voilà, c'est parmi les pions qu'il y avait à Forum des As. C'est bien malheureux, il faut dire que c'est aussi la vie, le sort à nous tous, c'est ça la vie. Dans tout ce qu'on peut dire, c'est quoi, ce qu'on lui rend hommage. En même temps, on présente nos condoléances et on encourage aussi sa famille et Forum des As, au sein duquel il a œuvré jusqu'à sa mort. Donc, bon courage les amis du Forum des As. Je crois que continuez sur le même pas et vous allez rendre encore plus hommage à Marcelin. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ben, un peu de digression, hein. Vous avez touché une question un peu très importante. Quand vous évoluez avec les Marcelin, avec les José Naouège, la presse des années 80-90, c'était vraiment la démocratisation. Est-ce que vous avez aussi connu ce que nous connaissons, nous, jeunes, aujourd'hui, pendant cette période où nous luttons avec vous et les autres pour, pas la démocratisation, mais pour l'alternance? Bon, c'est vrai que les époques ne se ressemblent pas. Est-ce qu'il y a eu pire vers les années 90 qu'aujourd'hui, quand on recherche vraiment
Oui, l'alternance. Il faut dire que les contextes sont différents, ça, il faut le dire. Et nous, on a commencé dans une période où, vous savez, c'était comme, vous avez Mobutu qui agissait comme une chape de plomb sur une bouteille en pleine de dictature, champagne. hein? Oui, et à un moment donné, par la force des choses, il y a une poussée à l'intérieur et aussi à l'extérieur qui fait que cette chape de plomb est projetée, et c'est tout ça. Donc les gens sont mus par cette dynamique. Et il y avait de l'enthousiasme, ça il faut le dire, et la démocratisation elle-même devait aussi, au bout du compte, aboutir par une alternance, par un changement de politique. Une presse qui évolue pour la démocratisation et une presse qui évolue maintenant pour l'alternance. La différence, c'est à quel niveau? Au niveau des époques? Non, bon, il faut dire que là, c'était tout au début. Les gens ont besoin que, quand même, le Zaïre de l'époque qui est devenu la République démocratique du Congo soit quand même sur l'orbite des nations civilisées, des nations démocratiques, des nations où on respecte l'état de droit et consorts. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, on s'inscrit dans ce cheminement, mais avec une particularité que et la classe politique et la classe dirigeante, même la société civile, a observé un certain recul, dans ce sens que on ne constate pas vraiment cette envie-là d'aller vraiment vers la démocratisation du pays. On sent qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont préféré se positionner pour pouvoir jouir de la politique. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a cette presse-là est en train de nager dans un contexte... Dernière question, Moïse. Voilà. Dernière question. À l'époque, on traitait des journaux critiques vis-à-vis du régime, du Mobutu, comme de la presse rouge. Hein. Oui. Vous avez les phares, oui. Vous avez les potentiels. Oui. Donc, de la même manière, on vous a traité hier, de la même manière, on traite aussi les Moukébaï et les autres aujourd'hui. Hein. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que... Les cadets, oui, il faut les dire... Tiani. Oui, ce n'est que normal parce que ce soit à partir de 1990 jusqu'à ces jours, le Congo n'a pas encore atteint ces rivages qu'on souhaite. Il y a aujourd'hui beaucoup d'obstacles, beaucoup d'égrins dans l'engrenage démocratique, dans l'engrenage vers l'état du droit. Il est normal que non seulement dans la classe politique, aussi dans le domaine journalistique, qu'il y ait ces journalistes-là citoyens qui voudraient que les choses changent, qu'ils soient Moukébaï, qu'ils soient Tiani et consorts. Cela participe d'une certaine dynamique. Ça voudrait dire que... Donc il n'y a rien de nouveau, hein? Non, il n'y a rien de nouveau. Mais il faut dire qu'avec beaucoup plus de dictatures qui s'installent, il faut aussi saluer le courage que prennent ces jeunes gens pour quand même que le Congo arrive à trouver la boussole. Ça, il faut le saluer. Très bien. À l'époque, là, du côté Mobutu, il y avait qui? Les Imana Ngoulou? Oui, il y avait Imana Ngoulou. Comme les Kassamba d'aujourd'hui? Oui, Imana Ngoulou. Non, les Kassamba d'aujourd'hui. Oui, je vais y arriver. Oui. Imana Ngoulou, il faut les prendre dans la RTNC, qui était l'OZRT. Comme qui continue. Le directeur, là, comment il s'appelle? Il est un peu barbu comme ça. Qui c'est Guillaume. Oui. Ah, donc les Imana Ngoulou actuels. Oui, le Guillaume, c'est un peu le clonage de Toumba Matolou et consorts qu'on a connu à l'époque. Et puis, à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas... l'univers audiovisuel n'avait pas ce qu'il a aujourd'hui, cette floraison. Mais il y avait par exemple Salongo du côté de la presse écrite. Donc on peut assimiler les télé 50 digitales à cette filière-là.
Donc voilà, c'est un peu cela. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une floraison des médias, alors que l'autre fois, il n'y avait pas cette floraison. Merci beaucoup, Moïse. Ouais, voilà. Très bien, on fera peut-être très prochainement une émission de la sorte. Hein. J'aurais bien voulu avoir sur ce plateau, à la fin de ce mois, parce que c'est le mois de mai, le mois de la presse, Moussé Mediawe, peut-être aussi un autre aîné pour parler de la presse. Et puis... Bon, il y en a plein, il y a Poutou Bidoya, il y a Dumandia, Charles Dumandia, donc il y en a quand même. On va s'arranger avec les réalisations, peut-être à la fin du mois, nous sommes le 29. On va voir si on pourra avoir une émission sur la presse avec ces aînés, les anciens combattants. Réagissant aux propos du président français Lambert Méndé, on ne peut pas parler de la RDC sans la République démocratique du Congo. Pendant ces temps à l'Élysée, Emmanuel Macron et João Lourenço réaffirment leur soutien à l'accord de Saint-Sylvestre. Loi sur les télécoms, le Sénat dénonce le libéralisme à outrance. Titre forum ce matin. La cité africaine face au meeting du 9 juin prochain, ensemble de Moïse Katumbi à l'épreuve. Ça, c'est la cité de ce matin. Le journal, titre, Paul Kagame, João Lourenço et Denis Sassou à l'Élysée. Ses visites chez Macron inquiètent Kinshasa. Katumbi, invité à la vigilance face au Neymar. Baba Basui. Alerte titre ce matin, travaux publics, infrastructures. Thomas Louaka, un épicentre des réseaux mafieux qui opèrent pour liquider l'office des routes et l'OVD. Non. Je vais terminer par l'avenir. Suite aux propos ambigus du président Macron, Kinshasa met en garde Paris, Luanda et Kigali. Allez, avant l'ouverture officielle prévue le 2 juin prochain, Olive Lembe, j'ajoute Kabila, inaugure les parcs animaliers de la vallée de l'Ancélé. Un autre, c'est ferme, l'autre s'ouvre. Hein. Bukangalonzo, on a fermé ça officiellement. Vous avez appris? Si, j'ai appris. On peut faire rapidement les bilans de Bukangalonzo en une minute. En une minute, ça veut dire... Tambour battant, hein, on a vu ça en direct sur la RTNC. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est les reflets d'une politique qui n'en était pas une, c'est juste... une politique tape à l'œil, quelque chose qui a été fait juste pour impressionner, donner une certaine impression, faire voir qu'on était en train de faire quelque chose, alors que cette histoire n'a reposé sur aucune analyse. Mais on nous avait dit dans ces pays que c'était une manière de diversifier notre économie. Il fallait repenser un peu cette histoire des métaux, penser à l'agriculture. Oui, mais on ne repense pas l'économie par des politiques vides. Donc on diversifie l'économie par une politique rationnelle. Donc Bukangalonzo, la fermeture de Bukangalonzo voudrait faire voir que cette histoire-là n'a jamais été rationnelle, cette histoire-là n'a pas été vraiment pensée. Mais pourquoi engloutir l'argent des peuples à des projets comme ça? Et on nous avait dit qu'il y aura des Bukangalonzo à Mbandaka, Bukangalonzo à Goma, Bukavu, Bukangalonzo à Kisangani, Bukangalonzo au Kindu-Maniema, Bukangalonzo au Congo central. Si celui de Kinshasa est fermé, alors les autres là seront lancés quand? Oh, mais je me demande, parce qu'ils n'auront même pas le temps d'être lancés, parce que l'initiateur de Bukangalonzo et autres projets, je crois que le monde ou le peuple ne lui donnera plus l'occasion de présider encore à la destinée de ce pays. Bon, je crois que ce sont des projets qui étaient déjà mornés. Et voilà, c'était que normal que cela tombe aujourd'hui. Il n'y a pas moyen que l'on interpelle un peu les gens à l'Assemblée pour qu'on puisse quand même justifier c'est quoi ça, ce pays? Je pense que ces gens-là doivent être poursuivis parce que il faut dire que ce sont des criminels dans la mesure où ces gens ont englouti les fonds de l'État. C'est peut-être plus de 80 millions de dollars comme ça qui ont été engloutis. Pour un pays qui a besoin oui, pour un pays qui a besoin de ressources, engloutir comme ça des ressources, je crois que c'est criminel. Donc je crois que le peuple doit ouvrir l'œil
et essayer de sanctionner si la justice de Ntambwe Mamba est incapable de poursuivre ces gens-là. Mais je crois que la justice du peuple doit triompher, en ce sens que le peuple doit être vigilant, de sorte à faire que, à récaler aux prochaines élections tous ces gens-là, les gens de cette espèce-là. Merci beaucoup. Bonjour Serge, notre cas, notre papa honorable Mongonzabo Sengi, député provincial de Maïndombe, est décédé et il avait payé à la CENI. Et quel sera notre sort? Ils vont nous rembourser l'argent? Non, 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 la caution est non remboursable. Le papa est décédé, c'est bien dommage. Alors, vous pouvez peut-être vous postuler à la place du papa parce que la CENI va donner une période pour échanger les noms des suppléants ou des candidats. On ne va pas vous rembourser cet argent. Merci. Allez, le débat va commencer tout à l'heure. Puis Gérard Pella, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein? 20 Merci. minutes de retard, qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, toutes mes excuses. Par respect aux téléspectateurs, je suis là. Mais je sais que c'est pour bientôt, vous serez papa. Bon, des exigences familiales. Je comprends. On a fait des acrobaties ici avec des sujets hors sujet pour vous attendre parce qu'il fallait faire quelque chose. En tout cas, toutes mes excuses. Le vieux Moïse, je sais que bon. Doudou me tire tous les jours, je suis là. Allez, Serge, vous serez tata papa ça bientôt. Père doublé. Allez, rapidement. Cette dame, ministre, qui vient de démissionner au Maniema, l'audio, franchement, même la vidéo, hein, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? Oui. Bon, si tu le permets, Serge, avant cela, je devrais aussi m'acquitter d'un devoir. C'est celui de rendre hommage à Marcelin Mandokila. Justement, voilà. Marcelin Mandokila, que je connais personnellement, il était quelqu'un de sympa, un bon débatteur. Voilà que cette grande plume vient de nous quitter. Mais au-delà de ça, j'ai toujours dit que nous devons commencer à prêcher pour notre propre chapelle. Si on ne le fait pas, les autres ne le feront pas. Nous fabriquons des politiciens, des musiciens, des artistes, mais quand il s'agit de nous-mêmes, c'est comme si on nous laisse mourir dans notre petit lit. Mais nous devons vivre de notre travail, il ne faut pas rendre un service à quelqu'un et attendre de lui en retour quelque chose. La honte que Zakari Baba est en train de faire, par exemple, il a fait quoi? Là, Pasteur Bouana est mourant, je ne sais pas si vous le savez. Pasteur Bouana est mourant sur son lit à cause de 3 000 $ seulement. Il a un cas de prostate très avancé. Si on n'intervient pas, oui, il va mourir. Et je me demande, Zakari Baba, qui est député national, 3 000 $ c'est quoi? Pasteur Bouana a vérifié l'information. On a vérifié l'information. On a vérifié, je vous dis. Mais voyez même, directive, le communiqué est en train de passer. C'est même à la limite une honte. Bouana qui a accompagné maman au livre dans certains de ses voyages au niveau de l'Europe. Bouana qui a amené ce style-là que vous connaissez en Lingala, là, tout le monde le sait. Et maintenant, il est mourant. Patriarche Moussa Kami, mourant sur son lit à Bandal. Personne ne fait quelque chose. Mais après, on va venir avec des gerbes de fleurs. Patriarche Moussa Kami, son fils est un ministre, non? Son fils est l'ami de Kimbuta. Il a quand même l'argent. Oui, il est ministre, je crois. Il était DG de DGRK. Il a DGRK, voilà. Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est dans cet état-là. Maintenant, la ministre est là du Maniema. Ça pose du Maniema. Ça pose problème justement. Moussa Ngana a dit ici, comment nous recrutons nos chers amis, regardez l'image de la République qui est salie. C'est ça justement la médiocrité. Et la dame, c'est une maîtresse de quelqu'un que je ne veux pas citer le nom ici. Pour besoin de récompense, on l'avait nommé ministre. J'ai cet audio ici. Tu vas mourir de rire, je te dis. On est en train de lui souffler les phrases par rapport à l'interview qu'elle était en train de faire là. Mais j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez l'image de notre pays qu'on est en train de bousiller aussi comme ça. Celle-ci, elle n'est même pas une médiocre, elle est plus qu'une médiocre, cette dame ici. Heureusement. On a connu pire que lui ici, hein, à l'entrée de la oui, c'est qui disait. Je voudrais vous dire quelque chose là. Ma grossesse ici, c'est depuis l'enfance. Ma grossesse ici, voyez-moi un peu de gens comme ça qu'on doit placer pour aller faire les stages à la tête du pays, à l'exercice de fonctions publiques, ce qui n'est pas normal. Vous savez, là, je vais vous raconter. C'est pas une anecdote, quelque chose que j'ai vécu. Je suis allé interviewer Moutombo Tchibal. Secrétaire, oui, il fut ministre, mais je l'ai interviewé, il était secrétaire général de l'AFDEL. Je vous dis, j'étais scandalisé parce que quand j'étais en train de poser des questions à Moutombo Tchibal, il est maintenant ambassadeur. Hein. Et oui, il avait un souffleur dans les coulisses. Oui, il avait un souffleur dans les coulisses qui était en train de lui faire des gestes. Non, quand il fait comme ça, il s'arrête.
Donc, Beaucoup voilà. Et ce type-là était ministre. Et plus tard, ce type-là est ambassadeur. Il est maintenant ambassadeur. Alors. Donc, Serge, ça efface les idées. Oui, ça refait face par rapport au recrutement, aux gens qui doivent valablement représenter le pays. C'est pas normal, même ici au niveau du gouvernement central. Nous avons des gens qui, je me demande comment celui-ci a fait pour devenir ministre. À peine ils arrivent au bureau à 11h et à 13h, ils repartent chez eux pour se retrouver le soir dans des jeeps fumés avec tout ce que vous pouvez imaginer. Donc cette femme, non seulement qu'elle a fait la honte du maniement comme province, même de la RDC, et même plus de notre particulièrement université. de l'université de la femme congolaise. Je me demande même si elle était où elle est la maîtresse de qui, mais on pouvait quand même lui choisir un autre poste et pas quelque chose de comme ça. Vous savez, les nouvelles technologies aujourd'hui, avec tout ce qui circule dans les réseaux là, cet audio et cette interview a déjà circulé le monde et voilà qu'on présente la femme congolaise comme ça, à côté des Inagos, à côté de Christelle Vanga et toutes les autres que nous connaissons qui sont des compétentes, qui peuvent défendre valablement. À côté de Nicole Dibambou. Nicole Dibambou, oui, à côté de Nicole Dibambou. À côté de Marie-Ange Lukiana et tous les autres. Donc, vous voyez un peu, c'est pas sérieux. Contrairement à l'audio ou à la vidéo, mais la lettre de démission, elle est sans faute. Non, la lettre de démission, elle a été écrite par quelqu'un d'autre. Je pense que ce n'est pas elle qui a écrit ça. Merci beaucoup. Parce que la lettre de démission, je l'ai vue, elle est très correcte, bien agencée, bien écrite. Mais si on lui remettait la lettre de démission pour lire, ça serait encore une autre... Ah, ce sera encore un autre scandale. 17%. Non, franchement, ces pays, on n'est pas avancé. On va parler rapport Je de pensais qu'il l'EF. fallait revenir sur Mende par rapport à son corps de presse. Oui, Mende, c'est prévu. Hein? C'est le point, d'ailleurs, le dernier. Oui, le tout dernier. Gardons l'audimat, c'est la politique de l'émission. On peut parler Siaka Sangaré, l'OIF, plus de 16% d'électeurs. Je ne sais pas, 16%, ça représente 16, combien dans les 17. 40 millions? C'est près 8 millions. Hein? Oui. Non, Ça fait 6 millions quelque chose. 6 millions 400. 6 millions 400 000. Voilà. 6 millions quelque chose. Voilà, mais la CENI temporise, hein, on dit que ça ne pose pas un problème. Oui, bon, écoutez, cette question, il faut l'aborder froidement parce que d'abord, je salue ici la sagacité de ce général. Vous le connaissez, en matière électorale, c'est quelqu'un de très renommé sur le plan africain. Et si l'OIF venait justement, c'est pour qu'il n'y ait pas ces draps qui doivent être tirés de gauche ou bien de droite. Maintenant que l'OIF venait de rendre son rapport par rapport à ces fichiers électoraux, qui du reste on peut les considérer comme corrompus. Nous étions en train de le dire ici, surtout toi particulièrement, tu n'avais cessé jamais de marteler là-dessus, que la loi sur la répartition des sièges ne pouvait pas précéder le contrôle du fichier électoral. Et voilà que nous sommes justement, nous les journalistes, sur ce que nous étions en train de déplorer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Alors, moi j'ai toujours dit qu'il faut éviter tous les prétextes autour de ce processus électoral. Moïse qui est devant moi ici, c'est quelqu'un qui est spécialiste en la matière. Et moi, je dis que si les 6 millions et quelques se retrouvent sans empreinte tel que le rapport nous a été rendu, je crois que le reste des Congolais sur ces fichiers, moins 16%, s'ils ne posent pas problème, techniquement, si les 16% peuvent poser problème, on les met de côté et puis on va aux élections avec les pourcentages qui restent, avec les électeurs qui se sont bien enrôlés. Mais si on le met de côté, problème, ça ne risque pas de jouer sur la répartition des sièges? Non, mais effectivement, il faut être conséquent. Ça va naturellement jouer. 6 millions, je pense que c'est quand même beaucoup. 6 millions, c'est... On peut avoir 10 députés avec 6 millions de voix. 6 millions, c'est presque 10 députés. Oui. Mais c'est ça justement le problème. Parce que ici, jusqu'à ce que nous arrivions le 23 décembre, si réellement il y aura élection, moi je parie. Alors je me dis que ce qui compte, c'est le corps électoral réel qui va voter. Parce que nous aurons des gens qui vont naturellement décéder, ceux qui vont se retrouver dans une situation d'incapacité pour se déplacer dans le bureau de vote, ceux qui seront peut-être en voyage, vous voyez que tout ça... Ceux qui seront aussi emprisonnés. Ceux qui seront aussi emprisonnés parce qu'on va arrêter d'autres naturellement. Et ceux qui vont rejoindre les mouvements de rébellion et tous les autres là, ouais, toutes ces catégories-là ne seront pas en mesure de voter. Donc c'est le corps votant réel qui va se retrouver devant les urnes. Alors, pour éviter justement des prétextes, vous savez que ce processus électoral, Serge Kabongo, ne fait pas l'unanimité. Avec la fameuse machine à voter, avec tout ce qui entoure l'acheminement de ce processus électoral, je le disais, qu'on ne donne plus un autre prétexte pour qu'on puisse nous dire à cause de 16% là, voilà, ainsi de suite, les Congolais de la diaspora ne vont pas voter. Si les 16 autres pourcents là, la CENI doit s'assumer, elle sait qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est aussi ça la question. Comment à peu près de 16 millions de personnes
6 millions à peu près de personnes sont allées s'enrôler, mais il n'y a pas d'empreinte. Qu'est-ce qui s'est Il y a passé? une question technique. Hein. Oui. Je vais sortir ma carte d'électeur. La mienne est ici. Oui, vous pouvez me la passer. Oui, Vous allez constater que dans l'ancienne carte d'électeur, avec Ngoï Mulunda et Malou Malou, vous mettez l'empreinte digitale sur l'ancienne carte d'électeur. Vous n'avez pas la carte. Non, c'est dans mon sac. Sur la carte d'électeur, vous avez l'empreinte digitale qui reste à la carte d'électeur. Mais dans l'actuelle carte d'électeur, attention, il y a un peu d'argent ici au porte-monnaie. Hein. Voilà. Regardez ma carte d'électeur. Oui. Il n'y a pas d'empreinte. Ça, c'est la première observation. Oui, il n'y a pas d'empreinte qui apparaît ici. Alors, il y en a pas. on nous avait demandé l'empreinte là pour que l'empreinte reste dans les serveurs ou bien pour que l'empreinte reste dans la carte. Ça, c'est la première question. Oui. Deuxième question. J'ai parlé avec un expert de la CENI. Il est dans le cabinet de Nanga. J'étais son nom. Il m'a dit, Serge, cette machine-là, il est impossible que la machine puisse déclencher le processus de l'impression de la carte si l'empreinte n'est pas posée. Et moi-même, j'ai vécu ça pendant mon enrôlement à Kitambo. Vous mettez l'empreinte n'est pas bien posée, la carte ne sort pas, on vous demande de recommencer. De recommencer. Mais Oui. comment plus de 6 millions de gens ont fait ça sans... Comment vous expliquez ça? Voilà, c'est là toute la question. Bon, écoutez, je suis en train de dire à Nanga ceci. Que Nanga puisse comprendre. Lorsque nous parlons de Nanga, justement, nous parlons de la CENI parce que c'est lui l'animateur numéro 1. Il doit comprendre que l'histoire de la République démocratique du Congo par le temps qui court repose sur ses épaules, même si les aspects techniques, Moïse va essayer un peu de les dégager. Alors, ce processus électoral pour lequel il sait que déjà il y a eu des morts pour ce processus électoral, déjà il y a eu des choses qui n'arrangent pas la situation. S'il veut porter la croix de tout ce qu'il pourra arriver demain, je pense que, non, je ne le menace pas, je le dis, c'est un Congolais comme tous les autres. Et je ne cesse de rappeler que nous avons eu la chance d'avoir des hommes de Dieu à la tête de la CENI. Malouma Loupé à son âme, un prêtre de son état. Ngoï Mulunda, je ne sais plus qu'est-ce qu'il est devenu. Il a créé soit un parti politique, pasteur de son état, bien qu'il a chez ses chamans avec son pasteur adjoint qui a un peu tout récupéré de son église et tout ça. Et puis, le diacre Nanga. Nanga, c'est un diacre qui sert la Sainte Seine telle que vous le voyez là. Alors, je me dis le soir, la nuit, quand il dort pour prier, qu'est-ce qu'il dit à Dieu au-delà de tout ceci? Et Dieu est en train de le voir. Merci beaucoup. Et si ce processus n'a pas de vérité, je crois qu'il va porter sur la croix de tout ce qui va arriver. Et la majorité de l'opposition diront que ce n'est pas nous qui organisons les élections, c'est Nanga et ça c'est nous. Ici, ne disons pas que le 16% qui représente par exemple 6 millions ou 7 millions d'électeurs ne vont pas que profiter à l'ex-majorité ou au candidat que le président Kabila va peut-être désigner. C'est l'image que nous voulons donner dans l'opinion. Mais ce n'est pas bien. Oui, Serge, il faut d'abord retenir quelque chose. C'est le père Léon de Saint-Moulin qui le dit. On connaît bien l'autorité du père Léon de Saint-Moulin en matière électorale dans ce pays. Léon de Saint-Moulin vous dit le fichier électoral est le premier fondement de la crédibilité des élections. S'il n'y a pas de crédibilité autour du fichier électoral, c'est tout le processus qui en souffre. Ça donne déjà, ça ouvre déjà le chemin, le boulevard pour les contestations. Donc il faut que le fichier électoral soit, en tout cas, sans critique. On sait bien que quelque chose de parfait ne peut pas exister. On peut pas mais je ne peux pas comprendre. Vous savez que les rapports de la CENI, de l'OIF, il faut les lire avec d'autres lunettes. Parce que j'ai vu Nanga s'accrocher sur le fait que le général malien a dit que le fichier est perfectible, le fichier ceci, il ne peut pas. Non. Ça, c'est la conclusion même de l'OIF qui est biaisée par rapport aux prémices posées par l'OIF. Parce que parmi les prémices, c'est quoi? C'est notamment cette histoire des 16%, donc 17% d'électeurs qui se retrouvent sans empreinte. Or, l'électeur est identifié par quoi? C'est par son nom, c'est par sa photo, son image, et par ses empreintes. Et ce sont ces empreintes qui font vraiment du fichier biométrique. Nous avons un fichier biométrique. Mais si ce fichier-là, on l'appelle biométrique,
et que ces fichiers-là ne renferment pas à des électeurs qui ne sont pas identifiés biométriquement, donc ce n'est plus un fichier biométrique. Donc il faut qu'un lecteur soit identifié par son nom, par l'image et par les empreintes. Le nom, on peut le changer. L'image, on peut l'altérer. Mais les empreintes, on ne peut pas les altérer. Parce que les empreintes sont uniques pour autant de gens qu'il y a dans le monde. Je peux vous donner un exemple? Ouais. Dans le territoire de chez mes oncles, au nord Ubangi, territoire de Yakoma, il y avait un enfant Baramoto, Bobo, qui ne s'était pas fait enrôler. Mais comme il y a beaucoup de Baramoto là-bas, pendant les élections, il vient comme candidat. Mais il n'avait pas la carte d'électeur. Il prend la carte de son cousin qui s'appelait Baramoto, il change de photo, mais il était bloqué par cette question d'empreinte digitale. Voilà, voilà. Donc on ne peut pas dire que l'absence des empreintes digitales ne corrompt pas les fichiers, comme venait de le dire Pugérard. Donc il y a eu une incurie de la CENI dans la confection de ce fichier électoral. Et ce qui est grave, c'est ce qui risque de nous poursuivre. C'est ce que l'OIF dit. Il dit la version initiale du logiciel utilisé n'a pas été suffisamment paramétrée pour permettre de contrôler la totalité des champs saisis par les agents, induisant la possibilité pour ces derniers de valider l'enrôlement sans que l'ensemble des données ne soit obligatoirement renseigné. Ça c'est grave. Mais ça c'est grave. C'est les rapports de l'OIF. C'est les rapports de l'OIF. La langue ne fait pas allusion à ça. Oui, il ne fait pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes arrivés à la situation que nous déplorons aujourd'hui à cause de l'outil informatique. Un logiciel qui n'a pas été bien paramétré. Mais que serait-il arrivé si c'était le jour du scrutin? Si c'était le scrutin? Si c'était le scrutin, que serait-il arrivé? Donc voilà. Donc si juste pour le kit d'enrôlement, on a un problème d'insuffisance dans les chefs de la CENI pour pouvoir paramétrer les logiciels, Qu'adviendra-t-il? Avec la machine à voter. Avec la machine à voter, qui donne le pouvoir, je dois vous dire, qui donne le pouvoir. Donc c'est pourquoi, en définitive, nous disons ceci, que Nanga, pour essayer un peu de paraphraser Pugérard, que Nanga ne perd rien en élaguant ses compatriotes-là. Oui. Malheureusement, c'est ça la vérité de ces fichiers électoraux, de telle manière qu'on réactualise la loi sur la répartition des sièges, qu'on parte... Ça ne risque pas de peser sur le chronogramme? Quoi ça? Non, non, ça ne va pas peser sur le chronogramme, parce que c'est quoi? C'est juste, on donne une commande à l'ordinateur, on élague. C'est fini. Merci. Donc, qu'on parte sur des bases qui sont un peu saines. C'est tout ce qu'on peut demander. Mais on ne dit pas que les 16% là ne vont profiter qu'aux gens de la majorité. Non, non, ils peuvent profiter à tout le monde. Mais écoutez, mais ça fait que nous partons sur des bases qui ne sont pas saines. Très bien. Ouais, merci beaucoup. Juste une phrase. Alors, en 20 secondes. Hein. En 20 secondes. Je suis heureux que Moïse puisse chuter de la manière dont moi j'avais chuté. Parce que j'avais commencé par dire d'abord que le fait que les 16% des électeurs posent déjà problème, donc il faut dire qu'au finish, les fichiers est déjà corrompu. Voilà. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la solution. Et là, il m'a rejoint, je suis très content. Qu'on sacrifie les compatriotes, là, les 6 millions là, on ne peut pas faire autrement. Et ceci va laver tout prétexte du côté de la majorité de l'opposition et cesser de voir les choses dans ce sens que de croire que non, les 16% ou les 6 millions là, ce serait seulement l'avantage de la majorité. Vous avez lu ces paragraphes là? Oui. C'est l'OIF dit. Donc un logiciel qui n'a pas été expérimenté, qui n'a pas été bien installé. Alors, mais dites-vous qu'avec cette élection à dose unique, gond unique, si vous dépassez votre adversaire même une voix, vous devenez président de la République. Vous devenez président de la République. Oui, vous avez plus de 4 millions de Congolais. Je n'avais cessé jamais de le dire ici, au-delà des aspects techniquement électoraux, voilà un problème politique cette fois-là qui nous détient encore à coup. Et là, bravo à Aubin Minakou,
Bravo à qui encore, comment il s'appelle, le secrétaire permanent de l'ensemble. Non, non, de l'ensemble, comment il s'appelle, honorable. C'est Sanga. Non, Lutundu là. C'est Sanga, c'est secrétaire général, secrétaire permanent, Lutundu là. Qui ont sur les épaules la responsabilité historique d'avoir révisé partiellement la Constitution. Je ne sais pas si Lutundu l'a dit encore quoi aujourd'hui, avec l'ère Moïse, s'il ne passe pas. Ça leur tient aux gorges. Une seule voix suffit. Merci beaucoup. Même si on va présenter n'importe quel, je ne sais pas, n'importe qui de la majorité. La dame là du Maniema. Même la foutronne là du Maniema devant Félix, à cause de ces histoires de goïniques. Elle peut battre Félix et vous allez crier ici au Bonabo. Merci beaucoup, Pizera Relenga. On va prendre Mende. Vous regardez Kiosque, mais aussi vous suivez Kiosque parce que c'est en direct à la radio. Pizera à ma droite, il est de la radio-télévision nationale congolaise. Et Moïse Moussangana, il est de CKTV, deux confrères qui analysent pour vous et pour nous l'actu ce matin. Mise en garde de Kinshasa contre Paris, Luanda et Kigali. Ce sont des visites qui donnent de l'insomnie à Mende, franchement. Écoute, ça, je les appelle les Lambéry de Mende. Oh. Ok. Donc, ce sont ce que Lunda Boulou disait des journaux autrefois, des déclarations pompeuses, mais creuses, à même de faire rire les vaches. Des massifs. Ouais. Voilà. Donc, je voudrais dire ceci. Quand on parle de vous, sans vous, on ne vous associe pas. Non, il y a plusieurs hypothèses. Ou soit, vous ne valez rien par rapport à ceux qui devaient être vos interlocuteurs, ou vous ne représentez rien, ou vous n'êtes plus la personne du moment, ou votre point de vue ne compte pas, oui, ou vous êtes l'homme du passé, votre avenir est dans le passé. Donc voilà. On vous conjugue au passé. On vous conjugue au passé. Et c'est là, ça dénote de quoi? Ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ça dénote de quoi? Ça dénote d'un échec patent qui s'ajoute à d'autres échecs de Kabila sur le plan économique, sur le plan politique. C'est l'échec géopolitique. Parce que ça voudrait dire que pendant tout le temps que Kabila est au pouvoir, il n'a pas su reconvertir géopolitiquement le pays. D'abord, il n'a pas su construire un État, et sans État, on ne peut pas faire de la géopolitique. Donc voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez vous souvenir que Mobutu, autrefois appelé gendarme des États-Unis en Afrique, c'était quoi? Mobutu était sous-traitant de la puissance américaine en Afrique. Mobutu a fait défaire le pouvoir au Rwanda, au Burundi, Congo-Brazzaville, en Ouganda. Mobutu était en première ligne. Mais dans ça, c'est un pays sauvage. Attendez, à civiliser, attendez. Mobutu était en première ligne dans la guerre d'indépendance en Angola. Mobutu était impliqué même dans l'histoire du Sud-Soudan, voilà, avec John Garang. Mobutu était impliqué dans l'histoire de l'apartheid pour la libération de Mandela. C'est ainsi que quand même Mandela est libéré, il a visité oui, au mépris même. Je sais que Tshisekedi à l'époque, ses amis Kibasa et consorts ont vociféré, mais Mandela est venu pour remercier Mobutu de ce qu'il avait joué comme rôle. Vous savez que Mobutu a joué même dans le pays de la ligne de front pour l'apartheid. Samora Machel est mort en venant de la République démocratique du Congo. Zaïre à l'époque. Mobutu était au Tchad. Mobutu était au Togo où il a sauvé le pouvoir de Yadema à l'époque. Mobutu était même au Biafra, voilà, en 69. Opposé à qui? À Bongo, qui était poussé par la société Elf. Et Mobutu était là en train de protéger les intérêts américains avec Exxon, dans l'ambition indépendantiste. C'était les grands Zaïre à l'époque. Oui, c'était ça. Alors, Mobutu a perdu quand? Mais il semble, attendez, oui, il semble que le pouvoir de Kinshasa aussi a fait que Kourouzine soit là. Non, non, écoutez, Mobutu a perdu parce qu'avec la fin de la guerre froide, avec l'écroulement du mur de Berlin, Mobutu n'a pas su se convertir, voilà, géopolitiquement. Et il y a eu des gagnants dans la région qui ont profité de la fin de la guerre froide. C'est quoi? C'est l'Angola, c'est l'Afrique du Sud. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a des puissances régionales qui sont l'Angola, qui sont l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un peu en marge aujourd'hui avec
le président actuel qui est en train de vouloir se consolider pour gagner les élections prochaines, mais c'est l'Angola qui est en train de compter aujourd'hui dans la sous-région. Donc voilà, donc c'est ça. Donc Kabila doit savoir que si aujourd'hui on peut compter sans le Congo, ça veut dire quoi? Il n'a pas su mettre le Congo au niveau où le Congo devait être. Alors Kinshasa demande des éclaircissements. Le vice-premier convoque d'abord les ambassadeurs angolais, rwandais et consorts, même français. Quel est ce plan qui se profile sur le Congo et on en parle sans les Congos? C'est ce qui inquiète Méndé. Oui, mais écoutez. C'est un plan sous-régional de la SADC. Mais je crois que Joseph Kabila est mieux placé pour le savoir. Parce que Joseph Kabila, il faut le dire, son pouvoir aujourd'hui est l'émanation de l'AFDEL. Comment l'AFDEL est arrivé dans ce pays? Il était porté par qui? Qui était le pays qui était la tête de pont de cette rébellion? C'est l'Angola, c'est le Rwanda. Et voici aujourd'hui, ce sont les mêmes pays qui sont en train d'être reconstitués pour changer la donne en République démocratique du Congo. Donc Kabila est au courant, et c'est parce qu'il a été porté par un pouvoir qui est venu dans ces conditions-là. Merci, je vais revenir à vous. Je vais terminer par ceci. Et qu'est-ce que nous avons pour nous faire entendre? Nous disons que, écoutez, nous avons eu un peuple aguerri, un peuple qui est chosifié et consort, un peuple qui est... on a l'armée. Mais il faut faire ceci. Il faut, dans la gamme de ce qui fait le facteur de puissance d'un État, à quel facteur le Congo répond? Parce que dans cette gamme-là, nous avons ce qu'on appelle les noyaux durs, on a ce qu'on appelle le vecteur flexible. Les noyaux durs, c'est quoi? C'est les territoires, c'est la population, c'est l'économie, c'est la technologie, c'est la science. Parmi les vecteurs flexibles, vous avez quoi? L'état d'esprit de la population, et vous avez même l'administration qui est corrompue, où il n'y a pas de gouvernance et consort. Quel est le facteur de puissance que le Congo, sur lequel le Congo repose? Laissez Moïse donner de la matière au service. Il note aussi. Donc, quel est le facteur de puissance globale sur lequel le Congo repose pour faire la guerre à la France? Merci. Si aujourd'hui, Pyongyang fait tête aux États-Unis, c'est parce que Pyongyang a une arme dissuasive. Il a l'arme nucléaire, il a montré qu'il a des missiles à haute portée qui peuvent même atteindre les États-Unis. Et avec ça... mais Mende a averti, hein, on a une armée qui monte en puissance. Hein. On va répliquer coup sur coup. Hein. Écoutez, mon nationalisme, mon patriotisme font que je ne peux pas parler de problèmes qui regardent l'armée de mon pays ou la sécurité de mon pays ici. Merci. Mais nous savons que nous n'avons pas une armée républicaine, nous n'avons pas une armée nationale. Donc voilà, c'est ça. C'est pourquoi j'appelle tout ça les lambéries de Mende. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui veut faire du bruit pour qu'on entende qu'il existe, alors que cette personne-là n'existe plus. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ah, c'est chaud. Gérard, la réplique de Kinshasa. La réplique de Kinshasa, Serge. Il fallait qu'on se limite simplement à cette interpellation des ambassadeurs par chez, ou bien il fallait... J'ai comme l'impression que Mende est allé un peu loin, hein, bon, plus que les canaux diplomatiques utilisés par chez Okitundu. Je pense que tu vas me donner... Allez-y, vous avez tout le temps. À Moïse Moussangana. Mais je suis quand même désolé. Je suis un tout petit peu sidéré. Je me demande, Moïse est en train de parler de quel pays? Il parle de la RDC, son pays, ou bien il est en train de parler de... Non, là il analyse, il voit les faits. Non, il ne peut pas. Quand Moïse parle du nationalisme et du patriotisme, il ne peut pas tenir un tel discours, mon Dieu. Mais comment on peut aller quelque part parler de notre pays sans nous et que nous... Écoutez, Serge Kabongo, j'avais dit ici que nous allons lancer l'opération de la citoyennisation d'abord de cette classe politique qui est une classe politique mal éduquée, une classe politique qui n'est pas citoyennisée, une classe politique qui, dans son sein, on trouve plus de politiciens qui sont des mercenaires dans leur propre pays. Vous n'allez qu'avoir le comportement de ceux qui nous dirigent et de ceux qui veulent nous diriger. Et de l'autre côté, la population qui n'arrive rien à comprendre. Il faut aider cette population pour dire que les élections, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas des t-shirts, des polos et consorts. C'est aussi ça notre travail. Quel est ce plan qui se profile entre l'Angola et le Rwanda que la France va appuyer? Je suis en train de répondre pour la sortie de crise. Pendant qu'on a les élections, on a les fichiers. Je suis en train de répondre à la question à Serge Kabongo. Oui. Écoutez, le problème de la RDC ne s'éternise pas par l'individu Kabila.
On a parlé dans ces pays, Mobutu était tout, c'était Mobutu. Aujourd'hui, 21 après le départ Mobutu, qu'est-ce qui a changé, mon Dieu? Mobutu qui était le puissant, Mobutu qui était le malheur du Congo, le malheur d'Israël de l'époque, le malheur de l'Afrique même. Mobutu est parti. Qu'est-ce que votre RDC est devenu? Mais comment ces problèmes vont au-delà des individus? Kabila peut ne pas être au pouvoir aujourd'hui. Ces Occidentaux que vous voyez, ils sont les mêmes dans leur mode opérationnel. Ils vous prennent comme les Lilala. Amélie Otissoke et Sili Bazou Babouaki. Je suis heureux qu'il a évoqué les bravoures de Mobutu. Est-ce que c'est un bon exemple? Si peut-être nous ne payons pas ce que Mobutu avait fait hier. Mobutu a semé des troubles dans les pays voisins ici. Il a démis des présidents, il a fait assassiner d'autres et ainsi de suite. Et ça, c'est un bon exemple. Peut-être que nous sommes en train de payer tout ce que Mobutu a fait là aujourd'hui. Ce n'est pas un bon tableau parce que Mobutu a mal fini. Est-ce que Joao et Kagame et Macron, attendez, Joao, Macron et autres, bref, même la SADC, ces gens-là soupçonnent Kabila de vouloir bloquer le processus ou soit de vouloir se représenter? Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'ils vont procéder. Macron a une femme qui est plus âgée que lui à 25 ans. Qui parle de sa femme? Non, non. Vous partez chez vous, je suis sérieux même si ça peut paraître, vous partez chez vous là, avec des gens comme des Kagame, président de l'Union africaine, l'autre président de la SADC, vous arrivez là-bas, vous commencez à parler de la RDC. Et plus grave, vous avez suivi ces gars américains ici, comment ils s'appellent? Herman Cohen. Herman Cohen, qui a même dit que s'il y aura quoi, tout ça, les pays voisins sont prêts à attaquer militairement la RDC. Écoute-moi ce genre de raisonnement. Et on doit venir ici pour dire que non, Mende a fait une réplique où il devrait aller là-bas applaudir. Non, non, non. Moi, je crois qu'au-delà de nos querelles politiciennes internes ici, la République démocratique du Congo, pour des questions en face des autres, des étrangers, nous devons voir un peu nos tendances politiques là de côté, cher Moussangana. Oui. Et comprendre que la République démocratique du Congo est à nous, c'est le seul pays que nous avons. À la place de même de toi, chef du porte-parole du gouvernement, je ne vois pas qu'est-ce que tu allais faire autre que le discours que Mende a tenu. Et moi, comme nationaliste, je ne peux pas accepter ça. Nous avons des canaux diplomatiques, nous avons des représentations diplomatiques. Pourquoi ne pas nous inviter directement à poser la question, voilà tout ça. Nous sommes membres de l'OIF, nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes membres de la SADC, nous sommes membres de l'Union africaine. Mais aller là-bas dire des choses en notre nom et que nous ne sommes pas là, vous voulez que Cheikh puisse réagir autrement? Non. Ici n'est pas question de la majorité de l'opposition Moïse. Comprenons que c'est la RDC et même vous, président à la place de Kabila ou porte-parole du gouvernement, vous n'allez pas accepter ce qui s'est passé là. C'est pas correct. Très bien. Ok, c'est pas correct. C'est pas correct. Serge, oui. Vous me permettez juste quelque chose? Cher confrère, je vous accorde à vous, à chacun, 2 minutes, et on va clore ce débat. Oui. Mais au-delà de tout, j'ai comme l'impression qu'on soupçonne Kabila de ne pas vouloir organiser des élections, soit d'organiser les élections pour se représenter, et qu'il y a une solution de la SADC. Donc je comprends que les différentes réunions de la SADC à Brazzaville, tout comme à Luanda, n'étaient pas que faciles pour Kabila, et qu'aujourd'hui, ça commence à se sentir un peu mauvais. Ok, écoutez, je voudrais dire à Pigérard, quand tu parles politique, quand il parle relations internationales, quand il parle géopolitique, il doit éviter les états d'âme. Ce sont des matières qui ne connaissent pas d'état d'âme. Il y a une petite théorie simple de la géopolitique qui dit, si tu ne veux pas te diriger toi-même, une autre personne viendra te diriger. Voilà. Et ça pourrait être contre toi. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que le mérite de Kabila, c'est quoi? C'est d'avoir fait du Congo un non-État. D'avoir fait du Congo un vide. Et le Congo ne sait pas jouer dans les concerts des nations. C'est ça tout le problème. Est-ce qu'on parlera de l'Afrique d'ici en France sans les... Écoute, mais c'est que l'Afrique du Sud vaut ce que le représente. Mais qu'est-ce que représente le Congo? À part le nombre, les 80 millions d'habitants, le cuivre, le cobalt que nous avons, les grands fleuves que nous avons. Mais qu'est-ce que nous représentons en dehors de ça? Oui. C'est ça tout le problème. Je crois que ce n'est pas avec un personnel politique tel que la femme qui vient de démissionner du Maniema que nous pouvons faire que le Congo soit présent sur les grandes places du monde. Non. Et vous devez savoir ceci, que le Congo est toujours un pays qui a toujours évolué suivant
les transformations qu'il y a eu dans le monde. D'abord, la conférence de Berlin, qui donne naissance au Congo, ce n'est pas les Congolais qui avaient demandé ça. Il y a eu des gens qui se sont réunis et il y a eu ça. Donc il faut le savoir. Une autre étape, quand il y a eu la guerre froide, on a fait du Congo ce qu'on pouvait faire du Congo. Hein? Mais le Congo n'a pas été en mesure de se donner une place. C'est ce que le Congo est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez avoir votre nationalisme, votre patriotisme, mais si vous ne faites pas valoir ce que vous pouvez, si vous ne pouvez pas avoir dans vos agendas l'adhésion du monde à votre vision, je crois que votre nationalisme, ça sera un nationalisme payant et il ne sert à rien. Donc, nous ne faisons pas ici de la morale, nous faisons ici de la politique. Et je crois que la politique a ses outils et parfois la moralité ne fait pas partie de ces outils. Donc je voulais dire ceci à Serge Kabogo, peut-être pour terminer. Je crois que nous ne devons pas exagérer dans cette façon de présenter les choses. Avec une communication politique très orientée, que moi je trouve qui est en train de biaiser au niveau de paradigme et de circularité. Parce que là, on est en train de tournoyer pour ne pas présenter les choses telles que ça se présente sur le plan de la réalité, mais c'est parce qu'on veut ainsi. Moi, je me dis ceci, cette majorité a certainement des problèmes. Et à la limite, elle doit être changée parce que ça ne va pas. C'est là que je me dis même au niveau des instances de la majorité. Les ligues des jeunes, tout ça et consorts. Allez chez Kabila. Dites-lui que 70% des candidats basent à la jeunes. Ne laissez pas les Chadar et tous les autres là revenir. Les jeunes de la majorité, vous faites quoi? C'est aussi ça les changements que nous voulons. Mais aussi ne pas exagérer. Le 14e sommet de la francophonie s'est tenu ici. Les assises du COMESA se sont tenues ici. Kabila a été président de l'Union africaine. Kabila a été président de cette histoire de vice-président, je crois, de la CS ou quelque chose de comme ça. Je crois que lorsque nous parlons de notre pays, un peu de gants pour ne pas exagérer, même si ceux qui sont en face de nous, qui nous dirigent à l'instar de cette foutronne de Maniema, parce qu'elle donne l'image de ce qu'est exactement l'homme politique congolais, ne sont pas à la hauteur des tâches qui sont les siennes. Mais on ne peut pas non plus exagérer. Le mois de juin, c'est pour bientôt. Dépôt de candidature députation provinciale et nationale, c'est le 24 juin. Serge, toi tu es candidat à Kitambo, tu vas passer certainement parce que c'est une circonscription à tour unique. Doudou Motir également va passer. Mais je dis ceci, laissons ce procès d'intention. Peut-être que la majorité est en train de vous distraire par rapport à cette stratégie. Oh, Kabila sera candidat. Oh, on va faire ceci, tout ça. Les gens oublient que, comme lui-même Moussanga l'a dit, nous sommes dans un univers politique. Ça peut être de la pire stratégie, de la pire distraction. On arrive le 23, ces gens sont prêts, ils vont, ils vous battent. Après, l'opposition va pleurer comme un petit enfant pour dire que, regardez le fichier électoral, merci, préparez-vous pour être prêts aux élections. N'exagérons pas, et moi je n'accepterai pas que Kabila soit tout ce qu'il peut être, cette majorité ou opposition, qu'on a traité mon Congo ailleurs, avec ce genre de légèreté de langage, avec des gens comme des Kagame que nous connaissons ce qu'ils sont. Ça, Moussanga, je vous dis, je n'accepterai jamais, même si c'était Kabila ou pas, c'est comme ça que je me comportais. Merci beaucoup. Voilà. C'était l'émission d'aujourd'hui. Il y a des choses qui sont inacceptables. On reviendra en tout cas sur cette question. Hein, pendant que Mende tenait sa conférence de presse, vous avez appris, Lorenzo a réagi encore pour dire que cet accord, il est béni par les prêtres. Les prêtres ont béni cet accord et cet accord ne mérite que soutien de la SADC. Le président du... Ah, ok. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et Bitakour avait dit quoi? Oui, merci à vous. Bon, je crois que Bitakour aussi va réagir. 9h30 demain, ça sera le mercredi. Hein. On aura jeudi écho. Demain, avec le même plaisir. Au revoir. Merci Serge.